Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo récapitulative de mes lectures du mois. En l'occurrence, mes lectures du mois de février. Et voilà, donc aujourd'hui, je suis avec Simba, le petit loulou de ma sœur, mon petit filleul à moi, mon petit amour, qui est venu me faire un petit câlin, tout simplement parce que 2 minutes avant, je leur ai dit maintenant, on se tait. Voilà, attention, monsieur a envie de bouger. Oui, 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 oui. Regarde, regarde là, regarde. Ouh. Voilà, et Jackie aussi. Voilà, donc il suffit de dire regarde et ils deviennent fous. Regardez, et ça c'est sa petite particularité, c'est qu'il fait aller ses petites pattes. Jackie, chut. Voilà, et donc j'avais envie de vous montrer sa petite tête parce que 2 minutes avant, donc comme j'ai dit, on se tait et qui n'aime pas quand je crie, et ben il est venu me faire un bisou. Alors j'en ai profité, je l'ai chopé. Hein que je t'ai chopé, Jackie. Voilà. Et donc ça c'est Simba. Fais coucou, fais coucou, fais coucou, fais coucou. Tu fais coucou? Non? Allez, un bisou alors. Allez, hop là, je te rends ton frère. Voilà, donc, si vous entendez aboyer, c'est normal. Les petits loulous sont réveillés. Excusez-moi, je vais quand même essayer de les faire arrêter et puis je reprends. Voilà, les loulous sont calmés, donc je reviens pour vous parler de mes lectures du mois de février. Je ne sais pas si... Non, je vous avais encore rien dit, je vous avais juste présenté Simba et Jack qui aboyait. Donc, j'ai lu au mois de février 11 livres, donc c'est plutôt pas mal, sachant que j'en ai lu 13 au mois de janvier et qu'il n'y a que 28 jours en février. Donc, c'est plutôt pareil, quoi. Je suis assez stable au niveau de mes lectures, donc je suis assez contente. Donc, j'ai lu 11 bouquins en tout, 3 en anglais, donc ce qui fait 8 en français. Donc, je vais d'abord vous présenter le livre que j'ai le moins aimé vers le livre que j'ai le plus aimé, sachant que je parlerai de Vampire Academy, pas en coup de cœur cette fois-ci, enfin si en coup de cœur, mais pas le plus gros, puisque je peux pas clairement mettre Vampire Academy premier chaque mois. Il y a un moment où il faut passer quand même un petit peu à autre chose. Donc je vous parlerai un petit peu de la saga, mais sans vous dévoiler l'histoire, évidemment, je ne tiens pas à vous spoiler. Donc le livre que j'ai le moins aimé, c'est Cœur de Jade, le tome 1, Le secret des masses de Christophe Valla, j'en ai une bonne à dire Christopher, paru aux éditions Matago Nouvel Angle. Donc c'est l'histoire en fait de Souyi, qui est une jeune villageoise qui va voir son village anéanti par point de bronze, et donc elle va s'enfuir et elle va rencontrer un dragon avec qui elle va un petit peu faire un drôle de marché. Il va lui proposer des genres de pouvoirs des pouvoirs de super héros. Elle va devenir beaucoup plus forte et elle va devenir une justicière qu'on va prénommer Cœur de Jade. Et donc Cœur de Jade va être une terreur, elle va être recherchée dans plusieurs comtés et elle va tuer Point de Bronze. Et voilà que quelques années après, Point de Bronze refait surface sous une forme ou une autre et il s'en prend évidemment à Cœur de Jade qui doit partir en mission, mais corollairement à ça, il y a un autre problème qui vient s'annexer à celui-là. Et elle doit partir en mission pour le compte de Mère Lune, puisqu'il y a une menace également, puisqu'on essaye de retrouver en fait la tête de Point de Bronze, puisque Cœur de Jade avait tranché la tête et la tête avait été gardée par les Sœurs de la Lune. Et donc on essaye de prendre la tête de Point de Bronze pour faire quelque chose avec, mais je ne sais pas encore quoi, pour essayer de nuire donc à la cour des Sœurs de la Lune. Et donc voilà, elle part un petit peu en mission pour ce compte-là, essayer également de savoir le fin mot d'histoire avec Point de Bronze. Et la fin est pas mal goupillé, puisque vous avez un cliffhanger qui est quand même assez intéressant, un petit peu à la Seven. Donc moi j'ai pas vu le film, mais je sais comment ça s'est terminé. Et donc ça se termine un petit peu comme ça, un petit peu à la Seven. Voilà, donc moi j'ai pas accroché du tout, ni à l'histoire, ni au personnage, ni à l'écriture. Enfin, il y a vraiment rien qui m'a plu dans ce livre, mais je reconnais que ça plaira à d'autres. Moi, ce qui m'a vraiment gêné, c'est l'écriture, puisque même si je reconnais que l'auteur a une écriture magnifique, une superbe plume, j'ai trouvé que ça manquait de vivant. Donc il y a beaucoup de descriptions, on apprend à connaître les personnages par des descriptions, on passe du temps à raconter un petit peu les paysages et compagnie. Enfin, moi je trouve ça intéressant, mais il y a un moment où c'est de trop, et ici trop c'est trop. Donc j'ai pas réussi à accrocher par rapport à ça. De plus, comme les personnages sont décrits et ne parlent pas beaucoup, ben, je n'ai pas réussi à m'accrocher à eux, ils sont restés très distants, je suis restée assez distante par rapport à eux, et donc
à cause de ça, ben, j'ai pas du tout adhéré à l'univers. C'est dommage. Dans ma chronique, vous verrez, je développe quand même mon point de vue en mettant en avant que ça plaira à beaucoup de gens, mais que moi, ben, visiblement, ce livre n'était pas du tout pour moi. Voilà, donc Cœur de Jade, tome 1, Christophe Vallat, chez Nouvel Angle, Matagot. Alors ensuite, j'ai lu Les Feuilles tome 1, Les Rives du Monde de Nadia Koss. Donc c'est paru aux éditions Grund, donc j'ai reçu ça en service presse vu que c'est des épreuves non corrigées. Et ce que j'ai apprécié, c'est que pour une fois, j'avais des épreuves corrigées avec une belle couverture et pas avec une couverture toute blanche. Donc ici, celui-ci, ben, je me dis, il va être beau dans ma bibliothèque. Hein. Vous voyez, c'est pas comme les épreuves que je reçois d'habitude qui sont toutes blanches et où je me dis, ben, tiens, je rachèterais bien le livre pour l'avoir vraiment, vraiment tout joli. Le problème, c'est que je me dis qu'acheter un livre que j'ai déjà lu, c'est quand même la crise, donc j'essaie quand même de faire attention et je me dis, ben, ce sera pour plus tard quand j'aurai plein de sous. On espère bientôt. Voilà, donc ici, donc les Feuilles, c'est un monde qui est vraiment bien, bien imaginé, qui est assez merveilleux. Vous avez donc l'évolution de petits êtres ailés qui s'appellent des Feuilles, mais quand ils sont bébés, ils s'appellent des Larvelines, et puis quand ils sont adolescents, c'est des Mudelines, puis ils deviennent des Feuilles. Donc il y a quand même une belle évolution. Et donc on apprend à connaître ces petits Feuilles et on apprend tout grâce à Khalil, qui est le Feuille que nous suivons, donc du moment de sa naissance jusqu'au jour de son Mudeline, donc le jour où il devient adulte. C'est là que se termine le premier tome. Donc il nous explique comment les Feuilles viennent au monde, parce qu'ils sont dans des bulles qui sont pondues par les mères. Il y a des pontes tous les 5 ans. Et elles sont ensuite fécondées par les pères fondateurs ou les pères sauveurs, je ne sais plus exactement comment on les appelle, mais il y en a 5. Donc il n'y a que 5 mâles qui ont le droit de féconder les bulles. Donc il n'y a pas de sexe hein, dans ce monde-ci, il n'y a rien du tout par rapport à ça. Donc c'est un petit peu dommage d'ailleurs, mais bon. Et donc ils mettent, je pense, 5 ans pour grandir dans la bulle et puis après ils viennent au monde et durant cette période-là, les pères fondateurs ou les pères sauveurs viennent leur inculquer déjà des connaissances du monde des Feuilles et viennent leur donner une marque qui est juste derrière l'oreille et à laquelle correspondent leurs destins. Donc il y a 5 castes au niveau des Feuilles, donc il y a les créateurs, les bâtisseurs, les transmetteurs, les prieurs et les récolteurs. Et donc, avec cette marque-là, ben, ils appartiennent à l'une de ces 5 castes. Et donc, le jour de sa naissance, quand il arrive sur la rive, déjà très difficilement, notre petit Khalil se rend compte qu'il n'a pas de marque. Et il se demande un petit peu ce qui va se passer, parce que c'est un petit peu la première fois que ça arrive dans le monde des Feuilles. Mais le père fondateur qui lui attribue, donc chez qui il va faire le contrôle de la marque, va le mettre chez les transmetteurs et ne dira rien. Et donc, il va grandir un petit peu dans la peur que quelqu'un découvre sa différence. Et donc, l'histoire tourne autour de là-dessus, sur le fait que Khalil va se sentir différent par rapport aux autres, qu'il ne va jamais réussir à s'intégrer ni avec les gens de sa famille, sauf avec sa mère, de qui il est très proche. Mais ses 2 sœurs, par exemple, sont de la même ponte. Lui, il est né, il était tout seul, il était la seule bulle. Donc ses sœurs sont plus proches, elles sont gentilles avec lui, hein, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais il n'a pas la complicité qu'elles ont entre elles deux. De même, quand il aura ses 3 petits frères, mais là, il y aura clairement un démarquage par rapport à Khalil, vu que les 3 frères vont être souvent ensemble, vont même quasiment l'exclure de leur terrain de jeu, et lui va se retrouver tout seul, exclu dans sa famille, mais exclu également des autres. Donc, il va quand même dans cette histoire, il va pas être tout seul, il va nourrir une amitié avec son ennemi, donc les Gorderives, qui sont en fait le peuple qui vit en face. Et il y a une sorte de pacte de non-agression entre les Feuilles et les Gorderives, ce qui veut dire que chacun doit rester sur cette terre. On ne peut pas dépasser et aller dans les terres de l'autre, sinon c'est la guerre. Et donc il va devenir copain avec Glark, qui est un Gorderive, qui lui non plus ne se sent pas à l'aise dans son peuple. Donc c'est une belle histoire d'amitié, c'est une belle histoire de tolérance. Moi, c'est ce qui m'a vraiment plu et qui m'a vraiment séduit dans ce livre. C'est l'histoire de Khalil, c'est cette amitié improbable. Par contre, ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait vraiment pas beaucoup d'action, puisque pendant les 3 quarts du roman, on nous explique la vie des Feuilles. On attend qu'il se passe quelque chose avec Khalil, hein, qu'on découvre qu'il n'ait pas de marque.
Et ça n'arrive évidemment qu'à la toute fin du roman, donc ce qui veut dire que pendant 300 pages, on se dit, mais enfin, mais qu'est-ce qu'on attend pour que ça bouge? Il se passe rien. Donc c'est un petit peu ça que je reproche au roman. Maintenant, c'est un premier tome qui met vraiment bien en place le monde des feuilles de ligne et j'espère vraiment que le tome 2 bougera plus. Voilà, mais je vous recommande chaudement parce que c'est vraiment une très belle histoire. Les feuilles de ligne, le tome 1, Les rives du monde de Nadia Kos, paru chez Grund Éditions. Voilà. Alors ensuite, j'ai lu Evernight, le tome 1, paru chez Pocket Jeunesse. Donc j'avais très très envie de découvrir cette nouvelle saga. Quand j'ai vu qu'elle sortait, je me suis précipitée dessus. Et donc Evernight, c'est encore une histoire de vampire, c'est encore une histoire d'école. Donc l'école d'Evernight où il y a des créatures fantastique. Et donc Bianca arrive dans cette école avec ses parents et tout de suite elle va se sentir différente parce que c'est des enfants de riches en général qui vont dans cette école-là et elle n'a pas beaucoup les moyens et compagnie, donc elle va se sentir un petit peu exclue. Mais elle va rencontrer un garçon qui s'appelle Lucas et elle va tomber amoureuse de Lucas. Donc je me suis dit, ouïe, ouïe, je vois déjà tout venir, j'avais déjà quasiment vu la fin du roman dès que je l'ai commencé et j'ai même dit à Jérémy, mon Dieu, c'est trop prévisible, je vais pas lui donner une bonne note. Et puis après, bah, je me suis laissée attraper parce que la petite Claudia Gray, ici, ben, elle arrive vraiment à jouer avec le lecteur puisqu'elle vous emmène là où vous ne pensiez mais pas du tout aller. Il y a des rebondissements sur rebondissements dans ce roman. Je ne peux pas vous raconter l'histoire parce que sinon je vais être obligée de vous dévoiler ces choses-là et j'ai vraiment envie que vous les découvriez par vous-même. Mais c'est vraiment le point fort de ce roman, c'est que l'auteur vous prend mais vraiment à contre-courant de ce que vous pensiez ou là où vous alliez. Donc vous allez dans une direction, ben elle vous remet dans l'autre. Voilà, donc c'est vraiment ça que j'ai beaucoup aimé. Ce qui m'a un petit peu gêné par contre, c'est la superficialité des personnages, vu que on reste en surface, on n'approfondit pas. La relation avec Lucas, elle n'est pas approfondie. Hein, c'est genre Bianca, elle le rencontre, elle parle avec lui une demi-heure, et puis j'ai rencontré l'homme de ma vie, je suis folle amoureuse de lui, waouh, c'est lui, je l'aime. Oui, ben ça marchait quand j'étais ado, ça, j'y croyais à fond. Moi aussi, j'ai été comme ça, mais maintenant que j'ai quasiment 30 ans, forcément, j'attends un petit peu plus qu'un feu de paille et que j'aime bien les relations d'amour qui sont vraiment, vraiment bien construites. Et c'est un petit peu ce que je reproche au roman. Mais sinon, j'ai vraiment bien aimé. D'ailleurs, j'ai acheté le tome 2 en anglais, qui s'appelle Stargazer. Le tome 2 de Evernight sortira chez Pocket Jeunesse au mois d'août 2011, voilà. Donc, logiquement, je devrais lire Stargazer très rapidement, donc je vous en parlerai avant le mois d'août, ça c'est sûr. Voilà, donc Evernight, paru chez Pocket Jeunesse, de Claudia Gray. Alors, j'ai également lu deux romans de Emmanuel et Benoît de Saint-Chamas, qui c'est Strom, voilà, le tome 1 de Strom, paru aux éditions Nathan. Donc le tome 1 m'avait assez déçu, j'avais pas mis une trop bonne note, et puis j'ai lu ensuite le tome 2 qui sortait justement au mois de février, dont j'avais reçu les épreuves corrigées, puis le bon livre par Samia, que je remercie très fort. Et donc j'ai lu les deux d'affilée, et j'ai beaucoup aimé le tome 2, où je suis vraiment rentrée dans l'histoire. Donc l'histoire de Strom, je vais vous parler uniquement du tome 1, je vais pas trop vous raconter l'histoire du tome 2. L'histoire de Strom, en fait, il y a une confrérie, donc les chevaliers de l'insolite, à laquelle vont faire partie deux jeunes gens, deux jumeaux, donc qui s'appellent Raphaël et Raphaël, une fille et un garçon. Et en fait, cette confrérie-là, elle est censée chercher un petit peu des bizarreries dans ce qui se passe. Par exemple, bah ici dans le premier tome, le fil conducteur, on va dire, la première chose qu'on voit, c'est une tombe, donc en Égypte, où quand on ouvre, on trouve une momie avec un ordinateur portable dernier cri. Donc là, c'est insolite, on se doute bien, un ordinateur portable chez les momies, c'est juste pas possible. Et donc, ça, on part sur cette première image-là. Et ensuite, il va y avoir une enquête, puisqu'il va y avoir l'ordinateur en question qui va disparaître, puisque un collectionneur va vouloir le récupérer. Et donc, le tout, maintenant, ça va être de deviner qui est ce collectionneur, pourquoi veut-il l'ordinateur, qui est-il et compagnie. Donc ça, c'est vraiment la première enquête. Et dans la deuxième, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est justement, on repart sur le fil conducteur de l'ordinateur qui n'était pas censé se retrouver là. Et à la fin du roman, mais ça c'est dur de vous en parler, la fin du tome 1, puisque justement on apprend, quand on arrive à ouvrir l'ordinateur, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une photo
du parrain des deux enfants avec les enfants devant le Louvre. Une photo qui n'a pas encore été prise et compagnie. Donc ça implique des voyages temporels. Donc c'est l'objet du tome 2 et c'est vraiment pourquoi j'ai vraiment bien aimé le tome 2. Il y a beaucoup plus d'action dans ce tome-ci. Le livre m'a semblé vachement mieux construit. Enfin, moi, j'ai vraiment adoré. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus sur Strom, je vais vous laisser découvrir. Ce que j'aime vraiment bien dans ces petits romans, c'est qu'on vous fait un petit peu travailler le cerveau, puisque tout part de là. En fait, le Strom, c'est les 90% du cerveau que nous n'utilisons pas, puisque vous savez qu'à l'heure actuelle, nous n'utilisons que 10% à peine des capacités de notre cerveau. Et donc, eux, ils essayent de motiver leur Strom pour justement faire interagir, faire travailler ces parties 90% qui ne travaillent pas chez nous, et qui leur permet d'avoir des pouvoirs comme de la télékinésie et compagnie. Donc ça, j'ai vraiment bien aimé. Il y a des petites... également des petites énigmes dans les livres que j'aime bien résoudre. Ça, franchement, j'ai vraiment passé un excellent moment avec ces deux tomes et j'attends le tome 3 avec impatience. Donc je vous recommande chaudement Strom de Emmanuel et Benoît de Saint-Chamas, paru aux éditions Nathan. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai aussi lu? J'ai lu Les Pouvoirs Obscurs, voilà. Pouvoirs Obscurs, tome 1, l'invocation de Kelly Armstrong, paru aux éditions Castlemore. Et voilà les fameuses pages blanches dont je vous parlais quand je recevais les épreuves. Voilà, là, c'est clair, je préférais avoir la belle couverture. Mais bon, j'ai pu le lire en avant-première, donc je me plains pas trop non plus. Donc, Pouvoirs Obscurs, c'est l'histoire de Chloé. Chloé, qui est une jeune fille qui se rend compte qu'elle a le don, si on peut appeler ça un don, de pouvoir voir les morts, enfin les gens décédés, et de pouvoir leur parler. Et donc notre amie Chloé va se retrouver dans une école, enfin dans un établissement pour enfants délinquants, puisque, ou en tout cas un petit peu barjot, tout simplement parce que lorsque ça va arriver la première fois, elle va être à l'école et elle va agresser un de ses professeurs et tout le monde va croire qu'elle est dangereuse et personne ne va croire à son histoire de fantôme, évidemment. Donc on va la mettre dans ce centre avec d'autres jeunes qui ont également des capacités étranges. Donc elle va se rendre compte de tout ça petit à petit, elle va voir qu'en fait on l'a placée là mais pas vraiment par hasard, qu'il y a des jeunes qui sont là également, qui vont finir par la croire en disant mais oui, il y a vraiment tu parles vraiment, tu as la possibilité de parler aux fantômes, et ils vont mettre en exécution leur plan qui est de s'enfuir de Lyle House, donc de là où ils sont. Donc voilà, ça c'est l'objet de ce premier roman. Sincèrement, j'ai bien accroché. La fin, je m'y attendais pas du tout, donc j'ai vraiment été surprise par la fin du roman et j'attends de lire le tome 2 avec impatience, qui est déjà sorti. Il est sorti il y a quelques jours, je pense. Donc j'espère pouvoir me le procurer bientôt pour pouvoir le lire. Et j'espère également pouvoir discuter de tout ça avec Kelly Armstrong le 18 à Charleroi. Voilà, donc Pouvoir obscur, tome 1, l'invocation de Kelly Armstrong, paru chez Castlemore. Je vous recommande vraiment ce livre, qui est assez simple. Bon, il y a un petit peu un manque de profondeur pour les personnages, mais on peut aisément passer à côté sans souci. Voilà, Pouvoirs obscurs, tome 1, l'invocation. Alors ensuite, j'ai lu un livre. Je vous avoue que quand on m'a proposé, enfin, quand j'ai vu que Hilary Duff écrivait son premier roman, je me suis dit oui, oui. Qu'est-ce que ça va encore être? J'avais des sérieux a priori. Voilà, c'est Elixir de Hilary Duff, paru chez Michel Lafon. Et tout compte fait, en le lisant, je me suis aperçue que c'était vraiment une belle surprise. Et j'ai vraiment aimé l'histoire dans laquelle elle m'embarquait, parce que c'était quelque chose dans lequel je n'avais pas l'habitude de me plonger. Donc nous avons une jeune demoiselle qui s'appelle Cléa, dont le papa a disparu depuis un an. Et Cléa est une riche jeune fille qui est très connue puisque sa maman est une sénatrice réputée. Son papa est un chirurgien renommé. Et donc elle a souvent sa photo dans les canards et compagnie. Elle est suivie par des paparazzis. Et elle a une passion pour la photographie. Et un jour, en regardant ces photos, elle va s'apercevoir qu'il y a toujours un homme qui est photographié sur ces photos, mais parfois à des endroits improbables. Et elle se dit, mais c'est quoi cet homme? Je ne le connais pas. Elle va se poser des questions et elle va commencer à rêver de lui
en étant elle, mais pas vraiment elle. C'est-à-dire qu'elle va vivre dans ses rêves les vies de 4 femmes différentes. Je ne me souviens plus de nom, je sais bien qu'il y a une Catherine. Il y en a 3 autres, mais j'ai oublié les noms. Donc elle va revivre en quelque sorte des souvenirs par rapport à ces femmes et elle va revoir toujours le même homme, et donc qui est ce mystérieux inconnu qu'elle ne connaît pas. Et puis un jour, lors d'un voyage à Rio de Janeiro, elle va rencontrer pour de vrai cet homme qui s'appelle Sage et qui en fait a pris l'élixir de vie et pour le moment ben, est un petit peu immortel, il peut pas mourir. Et elle va donc l'apprendre à le connaître et elle va doucement tomber amoureuse de lui parce qu'elle va se rendre compte qu'en fait les 4 femmes dont elle a rêvé c'était elle mais à différentes époques de l'histoire. Voilà, donc ça c'est un petit peu le pitch du roman. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse vraiment découvrir. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment très bien amené, j'ai hâte d'avoir la suite parce que la fin me laisse un peu sur ma faim, justement. J'ai hâte de voir un petit peu ce qui va se passer entre Cléa et Sage, savoir s'il y aura un happy end à la fin. Donc je vous recommande vraiment Élixir de Hilary Duff, une très 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 belle surprise, parue aux éditions Michel Lafon. Voilà. Alors maintenant je vais vous dire un petit mot des 3 livres que j'ai lus en VO. Donc il y a Blood Promises, Spirit Bound, et Last Sacrifice. Donc ce sont les 3 derniers tomes de la saga Vampire Academy de Richelle Mead. Voilà, donc à la fin du tome 3, donc je vous dis rien, mais à la fin du tome 3, ça se finissait tellement mal que je me suis dit, je peux pas attendre jusqu'au mois de mai pour lire la suite, je vais devenir dingue. Donc j'ai sauté le pas, je me suis dit, allez, on commande les 3 livres en anglais, on verra bien si on arrive à les lire. Je partais pas gagnante hein, parce que j'avais essayé de lire Harry Potter en anglais une fois et ça s'est soldé en véritable échec puisqu'à chaque fois la VF sortait que j'étais même pas arrivée à 200 pages du roman quoi. Donc là je me suis dit si ça se trouve c'est en train de commander 3 bouquins et que tu liras pas. Et donc je me suis surprise moi-même en les lisant tous les 3 en moins de 6 semaines. Donc j'ai vraiment aimé de découvrir un petit peu l'univers de VA dans la langue originale, de voir que bah, tout compte fait j'étais capable de lire dans une autre langue que le français. Et je dois dire que j'ai vraiment encore plus été séduite par l'univers de Vampire Academy, vu que Richelle Mead nous embarque, mais vraiment, mais là où je n'aurais pas pu imaginer qu'elle m'emmènerait, c'est-à-dire que déjà à la fin du tome, déjà à la moitié du tome 5, je me suis dit mais enfin qu'est-ce qu'elle va encore faire pendant un tome et demi. Ça me semblait déjà un petit peu se boucler, moi les choses commençaient un petit peu à prendre forme, je voyais un petit peu les choses évoluer, je me dis mais qu'est-ce qui va se passer après. Et hop, et il se passe encore quelque chose de terrible pour Rose, parce que je peux vous assurer que dans le tome, dans les 3 tomes, d'ailleurs, elle est malmenée comme pas possible. On lui en fait voir de toutes les couleurs. Elle doit traverser des épreuves. Je n'aurai jamais la force de passer par là où elle est. Elle reste forte. Elle reste vraiment fidèle à elle-même. Et ça se termine plutôt bien. Voilà, tout ça, ça se finit bien. La fin de la sacrifice me convient personnellement, même si j'aimerais bien que ça continue. Enfin bref, j'ai passé 2 mois en compagnie de Richelle Mead, donc j'ai commencé, enfin 3 mois plutôt. J'ai commencé en décembre, janvier et février. J'ai passé 3 mois extra en lisant cette saga. Je ne peux que vous la recommander. Je peux rien vous dire. Je peux pas vous dire, voilà, il se passe telle chose dans le tome 4 et dans le tome 5, il se passe ça, et puis dans le tome 6, il y a encore ça qui arrive, et vous allez voir qu'il y a des rebondissements qui se passent. Je peux rien vous dire. J'ai pas envie de vous gâcher le plaisir de découvrir cette merveilleuse saga. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai ri, j'ai pleuré, je suis passée par toutes les émotions. J'ai hâte maintenant de lire le spin-off, donc Bloodlines, qui sortira au mois d'août, que je lirai en anglais, évidemment. J'essaierai ben, là de vous en parler, vu que je ne serai plus... je pourrais au moins vous dire un petit peu l'histoire. Mais donc ici, je suis un petit peu coincée, je suis vraiment désolée, mais je vous recommande. Sérieusement, lisez, lisez, lisez. Si vous êtes bloqué au tome 3, et si vous pensez que vous pouvez lire en anglais, ben, foncez, parce que ça vaut vraiment le coup de tenter l'expérience en VO en commençant par une saga aussi simple à lire, parce que le vocabulaire n'est pas compliqué, les structures de phrases non plus. Richelle Mead a vraiment une écriture fluide, et j'ai vraiment aimé découvrir la lecture en anglais avec elle.
Voilà, donc je vous recommande chaudement Vampire Academy, le tome 1 au tome 6. Et si vous voulez savoir mon tome préféré, ben le voilà, c'est le dernier, c'est celui-ci. J'ai quasiment failli pleurer à la fin tellement j'étais triste que ce soit terminé. J'ai essayé de le faire durer. D'habitude, je mettais une semaine à lire un livre en VO. Ici, j'en ai mis deux. Je voulais... Bon, déjà, il est plus gros. Mais j'avais pas envie que ça se termine, j'avais pas envie d'en avoir fini avec Rose, j'avais vraiment envie de faire durer et ben arrivé à la fin, il a fallu tourner la dernière page, ça a été très très dur. Donc je vous recommande chaudement la lecture de Vampire Academy de Richelle Mead. Voilà, alors mon gros coup de cœur du mois de février, c'est un livre que j'ai reçu des éditions Black Moon et c'est Delirium de Lorraine Olivier, donc le premier tome. Alors, ce livre, c'est vraiment le coup de cœur de chez Coup de cœur. Il me permet également d'apprécier un genre que je ne connaissais pas bien, qui est la dystopie, donc qui est un monde futuriste, mais pas utopique dans le bon sens, c'est plutôt tiré vers le négatif, où il se passe toujours quelque chose de mal. Et donc, dans Delirium, on suit une jeune fille qui s'appelle Lena, et qui va avoir 18 ans et qui est donc à quelques mois de passer son protocole. Alors, qu'est-ce que c'est que le protocole? Le protocole, c'est une opération qu'on subit pour s'immuniser contre la maladie de l'amour. Voilà, donc en fait, dans Delirium, l'amour est interdit, l'amour est une maladie mortelle, et donc on essaye de protéger les gens en disant, ben voilà, jusqu'à 18 ans, vous êtes vulnérable, mais une fois que vous avez 18 ans, vous pouvez passer l'opération, avant c'est trop dangereux, vous risquez de mourir, et après, ben, vous menez votre vie tranquille, sans se préoccuper d'amour, on vous désigne quelqu'un, donc c'est-à-dire que vous passez des tests, on dit voilà, mais sur ces trois personnes-là sont compatibles avec vous, vous faites un tri en disant moi je veux celui-là le premier, celui-là le deuxième. En fonction des choix de l'autre, on vous dit ben voilà, vous passerez votre vie avec Monsieur X. Donc elle est impatiente à la base de passer son protocole, tout simplement parce que sa sœur a succombé aussi à la maladie juste avant de passer son protocole, mais elle a été sauvée. Mais sa mère, par contre, s'est suicidée, puisqu'elle a passé 3 fois le protocole et on a toujours, malgré les opérations, ça ratait à chaque fois et donc elle n'était pas sauvée, donc elle s'est suicidée. Donc elle veut surtout pas finir comme sa maman et elle veut qu'elle se fasse opérer pour pouvoir échapper à la maladie. Et évidemment, quelque temps avant de se faire opérer, elle va rencontrer un garçon qui s'appelle Alex, qui est lui un... Ah, j'ai oublié le terme, qui en fait a été élevé en dehors de la baie, j'ai déjà oublié le nom de la ville, moi je suis terrible en ce moment, j'ai une tête pas croyable, mais en fait il vit en dehors de la ville, et lui n'est pas du tout immunisé, il n'a pas été opéré, donc il a plus de 18 ans. Et elle va passer beaucoup de temps avec Alex et ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. Donc ça c'est le pitch du premier tome, c'est juste magnifique. L'écriture de Lorraine Olivier, elle est royale. C'est poétique, c'est juste magique. Et la fin du tome 1 est juste terrible. Donc j'ai même versé quelques larmes tellement elle est horrible. Et j'ai hâte d'avoir le tome 2, j'ai hâte de connaître la suite. C'est vraiment mon gros coup de cœur de ce mois de février. Je me demande si ce ne serait pas carrément le coup de cœur de l'année, parce que c'est vraiment un bouquin qui m'a remué mes tripes. Et je vous le recommande chaudement. C'est vraiment une lecture... j'ai passé 2-3 jours dessus. Sincèrement, parfois je repense à certaines phrases, je repense à certaines choses qui se sont dites dans le roman et qui sont tellement vraies par rapport à l'amour, aux sentiments qu'on a. Enfin, c'est vraiment magnifique. Je ne peux que vous recommander la lecture de Delirium de Lorraine Olivier. Voilà, bien, j'ai terminé mon petit tour de mes lectures du mois pour février et je vous donne rendez-vous début avril pour un récapitulatif de mes lectures du mois de mars. D'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. Au revoir.